Bismillah. Grâce au vent favorable, le docteur Hiram Farnsworth ne tarda pas à arriver de San Francisco. Si Adrian se chargea en personne de conduire le médecin jusqu'à la grande demeure, il laissa à Molly le soin de le guider jusqu'à l'étage. Cette dernière ne cacha pas sa désapprobation. « Comment? Vous ne mentez pas » lança-t-elle avec un regard à l'épingler au mur comme un papillon. « Non » répondit le jeune homme sans se démonter. « Le travail m'attend. J'ai perdu assez de temps comme ça. En outre, je n'entends rien à la médecine. Avec le docteur, vous disposez de toute l'aide nécessaire. Moi, il faut que je retourne à la Syrie. » Molly exprima son désaccord par un grognement, puis conduisit le praticien à l'étage. Adrian la regarda s'éloigner en pestant antérieurement contre ce dragon de vertu et les remontrances qu'elle lui servait à tout bout de champ. Il en était à se demander s'il l'avait déjà vu sourire. « Enfer et damnation » maugréa-t-il en fourrant ses mains dans les poches de son pantalon. On l'attendait à la Syrie, on avait besoin de lui, il n'en est tout de même pas. Il grimaça car une étrange idée lui venait à l'esprit, et plus il y songeait, plus il se demandait pourquoi c'était toujours lui qui devait avoir mauvaise conscience, ou qui devait se justifier. Après tout, ici le traître, le fourbe, l'usurpateur, ce n'était pas lui. Avait-il trompé Maggie de quelque manière? Sûrement pas. Il y a trop de femmes dans cette maison, grommela-t-il. Ainsley était bien entouré, sa présence n'était nullement utile. C'était aussi simple que cela. Il gagnait la porte d'entrée lorsqu'il se souvint avoir oublié ses livres de compte sur son bureau. Les ayant récupérés, il se rappela ensuite le couteau de poche qui ne le quittait jamais, qu'il avait laissé sur sa table de chevet. Puis ce fut le tour de son estomac de crier famine. Sachant qu'il n'aurait probablement pas le temps de faire la pause de midi, il alla dans la cuisine se préparer quelques tranches de bacon. Le café était encore chaud. Il s'en servit un bol qu'il but par petites gorgées. Il s'apprêtait finalement à repartir quand il s'immobilisa au pied du grand escalier, le regard levé vers l'étage. Le médecin n'était toujours pas redescendu. « Et alors » se gronda-t-il, « en quoi est-ce que cela te regarde ?» Sur le perron, il consulta le ciel. Comme le temps était incertain, il remonta troquer ses bottes de cuir pour des bottes de caoutchouc. Ensuite, il se dit qu'il serait peut-être plus sage de se munir de son ciré. Mais peut-être pas. Soudain, Molly réapparut, le regard toujours aussi accusateur. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?»« Vous êtes encore ici. Rassurez-vous, je m'en vais. Mais alors, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui vous retient? Je croyais que vous étiez attendu à la Syrie. Êtes-vous certain de ne pas avoir changé d'avis ?»« Sûr et certain. » Adrian gardait les yeux fixés sur la domestique. Il haussa les épaules d'un air faussement nonchalant. « J'ai été retenu, » expliqua-t-il. Le regard de Molly indiquait qu'elle n'en croyait pas un syllabe. Mais elle s'abstint de se moquer. « Allez-vous monter voir l'enfant à présent ?» Il hésita. « Le médecin est encore à son chevet, je ne vois pas à quoi cela servirait. Peut-être que cela ferait plaisir à madame, si vous lui teniez un peu compagnie. Si c'est de la compagnie qu'il lui faut, Israël fera aussi bien l'affaire. » Voilà qui est fichtrement bien observé, grinça Molly, excédé. Quand vous aurez retrouvé un semblant de jugement, vous vous rendez compte à quel point il est difficile pour une femme de surmonter toute seule ce genre d'épreuve. Je ne me serais jamais remise de la perte de mes 2 fils si je n'avais pas eu Big John pour me soutenir. Il ne s'est jamais dérobé, lui, quand j'avais besoin de lui. Big John ne vous a jamais trahi. Même s'il l'avait fait, je crois que je n'aurais pas fait ma tête de cochon comme vous. J'aurais essayé de comprendre pourquoi. Il soupira. Laissez tout cela, Molly. Les relations que vous entretenez avec Big John sont très différentes de mes rapports avec Maggie. La seule différence que j'y vois, c'est que les vôtres manquent de franchise et d'honnêteté. Fermant les yeux, Adrien se pressa entre le pouce et l'index la racine du nez, là où toute sa lassitude semblait s'être accumulée. Il était fatigué de ces échanges acrimonieux avec sa domestique. « Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, » grommela-t-il. « Soit, » acquiesça-t-elle en le prenant au mot. « Je pense que vous vous comportez de façon stupide, en refusant de l'écouter. On dirait que vous ne voulez pas comprendre. La seule idée de perdre quelque chose d'important vous terrifie. Vous semblez oublier que toute mon existence n'a été qu'une succession de pertes, ma pauvre Molly. » Comme Adrien faisait une mine de se diriger vers la bibliothèque, la cuisinière lui lança. « Je croyais que vous deviez vous rendre à la Syrie. La porte d'entrée est de l'autre côté. » Cette dernière remarque était plus que le jeune homme n'en pouvait supporter. « Je sais où se trouve cette fichue porte, » tonna-t-il. « J'ai décidé de travailler à mon bureau. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. »« Aucun, » répliqua-t-elle avec un vague sourire. Enfin seul, débarrassé de ce dragon, Adrien ne trouva pas la paix pour autant. Les propos de la cuisinière le hantaient. Prenant place à son bureau, il essaya de lire une missive, mais les lettres se mirent à danser. Un voile tomba devant ses yeux, avec un filigrane ceux de Maggie. Ah, les yeux de Maggie! Comment les évoquer quand ils étaient les plus mystérieux, les plus troublants qu'il ait jamais vus? Des yeux qui aujourd'hui n'exprimaient plus que tristesse et affliction.
Adrien s'ébroua mentalement, irrité par ses pensées, se disant qu'il était un adulte avec de lourdes responsabilités et que seuls les enfants et les rêveurs songeaient à de telles stupidités. Les enfants. Ce mot lui fit l'effet d'une gifle. Que serait-il des enfants? Il voulait en avoir, bien sûr, mais à condition qu'ils fussent de lui et les siens. Des enfants qu'il regarderait grandir, qu'il éduquerait à sa façon, et non des enfants déjà grands, ceux d'un autre. Il s'astreignait à plonger dans sa comptabilité, mais en vain. Il ne pouvait travailler, ni réfléchir, ni entreprendre quoi que ce fût, sauf penser à Maggie et à sa petite fille malade. Il se rappela l'avoir prise dans ses bras quand ils étaient arrivés. La pauvre ne pesait pas plus qu'une poupée de chiffon, sans parler de sa fièvre. Se redressant d'un bond, il alla à la fenêtre. De grosses gouttes de pluie s'écrasaient sur le carreau. Pour la première fois depuis des années, le visage de sa sœur Marjorie s'imposa à son esprit. Elle se remémora l'hiver qui avait précédé son enlèvement, quand une mauvaise grippe la faisait tousser abominablement. Elle revit la tente que ses parents avaient confectionnée à l'aide de couvertures au-dessus de son lit, en espérant que les inhalations de vapeur la guériraient. Il revit les yeux hagards de son père arpentant la chambre, pendant que sa mère prodiguait des soins à Marjorie. Mais ce qu'il se rappelait surtout, c'était les cris de joie de son père, la manière dont il l'avait soulevé dans ses bras, lorsque sa mère avait annoncé que la fièvre était enfin tombée et que sa petite sœur était sauvée. 2 minutes plus tard, il quittait la bibliothèque d'un pas décidé et montait à l'étage jusqu'à la chambre d'Ainsley. Maggie faisait face au docteur Farnsworth, qui était en train d'examiner l'enfant. Elle semblait si inquiète. D'ailleurs, elle ne remarqua même pas son arrivée, adossée à la porte. Adrien croisa les bras et prêta l'oreille aux recommandations du praticien. Ses yeux faisaient d'incessants allers-retours entre le visage soucieux de sa femme et celui de la petite fille. « Elle est très affaiblie, disait Farnsworth, avec des raclements de gorge peu rassurants. Puis il désigna les taches bleues sur le corps de la fillette. Quand cela a-t-il commencé? Il y a 5 jours, selon sa gouvernante. Et la fièvre aurait commencé 2 jours avant? Oui, juste avant qu'elle débarque à San Francisco. Il est regrettable qu'elle n'ait pas consulté de médecin à ce moment-là. Il écarta les paupières d'Ainsley. A-t-elle la langue très blanche? Oui. Délire-t-elle? S'agite-t-elle? Parle-t-elle pendant son sommeil? Oui. Elle adressa à Maggie un regard sévère par-dessus ses lunettes. Oui, quoi? Oui, elle a tous ces symptômes. Est-ce mauvais signe, docteur? C'est à la fois bon signe et mauvais signe. En tout cas, cela me permet d'établir mon diagnostic. Retirant ses lunettes, le médecin les glissa dans sa poche avec un soupir. Grâce à Dieu, elle n'est pas atteinte de la typhoïde, ce qui était à craindre, mais de la fièvre des vaisseaux. Devant l'expression tendue de Maggie, il s'empressa de poursuivre. Cet enfant a une bonne constitution, ce qui me laisse penser que tous les espoirs sont permis. Si vous êtes certain que la fièvre a commencé il y a 7 jours, le point critique sera atteint dans les 3 jours à venir. Ensuite, la fièvre retombera aussi vite qu'elle est montée. Maggie baissa les yeux sur le visage de l'enfant à la pâleur cadavérique. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, une potion que vous pourriez lui prescrire ?»« Pas que je sache. En général, la fièvre doit suivre son cours. Mais je vais vous laisser un flacon d'opium au cas où son délire l'empêcherait de dormir. Ce délire est symptomatique de la maladie quand elle s'éveillera. Nourrissez-la de bouillon. Je constate que la chambre est vaste et aérée. C'est une bonne chose. Vous pensez donc qu'il reste un espoir, docteur ?» Ce dernier tapota l'épaule de la jeune femme afin de la rassurer. « Il y a toujours un espoir, Madame McKinnon. J'ai vu des gens survivre à des maladies autrement rares. Et d'autres mourir en parfaite santé, songea Adrian. Comme je vous le disais, cette fillette est solide, mais n'allez surtout pas tomber malade à votre tour. Pour l'aider à guérir, vous devez demeurer en bonne santé, conclut le praticien. Maggie sentit des larmes baigner ses paupières. Elle parvint néanmoins à les ravaler en remarquant la présence d'Adrian. Dans combien de temps pensez-vous qu'elle pourra voyager? S'enquit-elle en se détournant. À ces mots, Adrien sentit son cœur se déliter et il baissa piteusement les yeux. Le docteur Farnsworth fronça ses sourcils broussailleux. Voyager? Reprendre le bateau? Ne disiez-vous pas qu'elle venait juste d'arriver? C'est bien ce que j'ai dit, acquiesça Maggie avec un regard oblique en direction de son mari. Je vois, fit laconiquement le médecin qui avait suivi son regard. Dans ce cas, je dirais que pour l'heure, il ne saurait en être question. Cet enfant a besoin de quiétude et de repos pour les 3, sinon les 6 prochains mois. Lui imposer une nouvelle traversée serait criminel, Madame McKinnon. Pardonnez ma brutalité, mais vous m'avez demandé mon avis, et je vous l'ai donné. Quand la vie d'un enfant est en jeu, la moindre des choses est de faire preuve de franchise. Soyez-en remerciés, docteur. Après avoir changé la compresse d'Ainsley, Maggie raccompagnait le médecin jusqu'au hall d'entrée, notant au passage qu'Adrien semblait s'être volatilisé. Si vous voulez bien patienter, je vais aller chercher quelqu'un qui vous ramènera jusqu'au quai. Une voix s'éleva alors derrière eux.
Wang s'en chargera. Il attend dans le buggy. Adrian apparut. Après avoir remercié le docteur Farnsworth pour sa diligence, il lui ouvrit obligeamment la porte et le raccompagna jusqu'au buggy. La jeune femme les regarda quelques instants discuter, puis décida d'aller retrouver mon lit. 10 minutes plus tard, elle retournait au chevet de sa fille, quand au détour d'un couloir, elle tomba sur Adrian. Ce dernier l'attendait, campé sur ses longues jambes, les bras ballants. Réprimant un sursaut, Maggie porta la main à sa poitrine en un geste instinctif de défense. « Vous m'avez fait peur, je ne m'attendais pas à vous trouver ici, » murmura-t-elle. « Où allez-vous ?»« Dans la chambre d'Hensley. » Le jeune homme la dévisagea. « Je crois que vous devriez prendre un peu de repos. Pas maintenant, j'ai suffisamment dormi la nuit dernière. Cela ne servira à rien si vous vous écroulez de fatigue. Allez donc vous étendre, je vais demander à Molly de veiller sur votre fille. Je viens de lui donner congé pour le reste de la journée. » Il haussa les sourcils. « Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi épuisée que moi, elle a veillé une grande partie de la nuit. Et votre gouvernante ? Elle est allée pique-niquer avec les enfants. » Maggie n'aurait su expliquer les tremblements soudains qui l'agitaient. Ses genoux fléchissaient, comme s'il refusait de la porter. Peut-être était l'inverse, le soulagement d'avoir appris qu'Hensley allait probablement en réchapper. Adrian s'approcha. « Vous êtes épuisé, remarqua-t-il. Allez vous coucher. Pendant que vous tenez encore sur vos jambes, je veillerai sur Hensley. » Ils se sondèrent un instant du regard. « Non, vous ne pouvez pas, dit-elle. Pourquoi ? Que craignez-vous, que je la maltraite ? Non, bien sûr que non, bredouilla-t-elle, mais elle pourrait se réveiller, ses compresses doivent être changées. Je m'en occupe, mais... Aurait-elle voulu argumenter davantage qu'elle ne l'aurait pu ? Adrian avait raison. Elle était harassée de fatigue, épuisée au point de ne plus pouvoir penser. Il y a un moment où l'on ne peut échapper au sommeil, se dit-elle confusément. Si elle ne gagnait pas sa chambre sur le champ, elle allait s'effondrer aux pieds de son mari. Elle soupira. D'accord. Repoussant avec délicatesse les cheveux qui collaient au front d'Hensley, Adrian y appliqua une nouvelle compresse. Adossé à son siège, il embrassa du regard cette pièce qui, bien qu'ayant été conçue par ses soins, lui était parfaitement étrangère. C'est une jolie chambre pour une fillette, songea-t-il, imaginant déjà à quoi elle ressemblerait, remplie de peluches et de poupées, avec des rideaux de cretonne aux fenêtres. Ses yeux revinrent sur la petite fille. Cela devait faire 2 ans qu'il n'avait vu un enfant de si près. Que diable comptait-il faire avec 3 gamins sous son toit ? Elle scruta les traits d'Hensley, essayant de se souvenir de quoi il avait l'air à son âge. Il ne se rappelait pas avoir été si frêle. Il soupira. Cette fillette ne semblait pas particulièrement terrifiante pour autant. Rien n'assurait qu'elle ne serait pas un vrai démon une fois rétablie. Il ne comprenait pas pourquoi il éprouvait toujours un certain malaise en présence d'un enfant. Était-ce parce qu'ils sont doués d'un instinct que les adultes ne possèdent pas, un 6e sens, qui leur fait deviner les intentions des autres? Il y avait aussi cette franchise spontanée, parfois très cruelle. Hensley s'agita et murmura quelques mots dont Adrian ne saisit pas le sens. Il changea la compresse, remarquant au passage le bras qui pendait inerte hors du lit. Au moment où il le saisit pour le glisser sous les draps, il fut frappé par sa petitesse. « C'est encore un bébé » songea-t-il. Il arrangeait le drap autour d'elle lorsqu'elle se remit à délirer. « Papa » geignit-elle. « Est-ce que c'est toi, papa ?» Elle commença à se débattre, à agiter furieusement les bras et les jambes. En la voyant agripper ses cheveux, Adrien tenta de l'immobiliser. « Allons, ça suffit, calme-toi » dit-il. Il se rapprocha aussitôt, la sécheresse de ses paroles. Mais comment parle-t-on à une enfant malade ? Il essaya de se rappeler sa mère quand elle chantait une berceuse à sa jeune sœur. Pendant ce temps, Hensley réclamait son père et frappait le lit de ses petits poings serrés. Désemparé, Adrian cherchait désespérément les mots qui pourraient l'apaiser. Elle se souvint d'une chanson que les fillettes de la ferme voisine entonnaient quand elles découvraient un nid. Elle se mit donc à fredonner, avec toutefois un regard circonspect en direction de la porte. « Oiseau, oiseau gentil, envole-toi, ta maison est en feu, tes filles ont quitté ton toit, toutes sauf une qui s'appelle Anne. Pour la fin de ma chanson, suis tombée en panne. » La cantine eut l'effet espéré, sauf que dès que le jeune homme s'interrompait, Hensley s'agitait de plus belle. « Papa, papa, ne pars pas » haletait-elle, les lèvres desséchées par la fièvre. « Ne me laisse pas, papa, ne me laisse pas !» « Non, je ne t'abandonnerai pas » la rassurait Adrian, avec l'impression de mentir abominablement. « Je suis là, dors à présent. » À force de caresses et de paroles apaisantes, l'enfant finit par se calmer. Adrian dut s'assoupir également, car à peine Hensley s'agitait qu'il s'éveillait en sursaut. Saisie d'une nouvelle crise de délire, elle se mit à prononcer des mots intelligibles, en remuant les bras, comme si elle cherchait quelque chose à agripper. Adrien lui offrit sa main, qu'elle tint fermement,
poussant des gémissements chaque fois qu'il tentait de la récupérer. Le jeune homme regrettait presque de ne pouvoir prendre à son compte la fièvre qui la tourmentait. Il était encore ainsi, penché sur le sommeil d'Ensley, lorsque Maggie entra dans la chambre. En entendant la porte se refermer, il retira sa main, lançant à sa femme un regard désemparé. « J'ai pensé, elle semble mieux dormir, bredouilla-t-elle en se levant d'un bond. Maggie le considéra un instant. « Merci, je vais m'occuper d'elle à présent. Vous feriez mieux d'aller dîner. Je peux rester plus longtemps si vous le désirez. Molly est revenue pour préparer le repas. Elle me l'apportera. » Adrian s'éloigna du lit, puis se retourna pour considérer son épouse. « Parlez-moi de son père, dit-il. » La jeune femme ne put cacher sa surprise. « De Bruce ?» Elle n'a pas cessé de le réclamer, elle délirait, elle pensait que vous étiez son père. « Oui, » admit le jeune homme en détournant la tête pour cacher sa gêne. Simplement par curiosité, je me demandais si... Il passa nerveusement la main dans ses cheveux. « Vous vouliez savoir si Bruce vous ressemblait de quelque manière ?» compléta-t-elle à sa place. « Oui, je crois que oui. » Maggie le regarda droit dans les yeux. « Bruce avait à peu près votre taille, mais il était plus charpenté, plus musclé que vous. Ses cheveux étaient beaucoup plus foncés que les vôtres, presque noirs. En vérité, vous ne lui ressemblez pas du tout. Bruce était taquin et bavard, il avait un accent écossais à couper au couteau. Il plaisantait, riait beaucoup, il adorait ses enfants. En d'autres termes, il possédait tout ce que je n'ai pas. On peut dire cela, mais vous devriez vous réjouir d'être si différent de lui. Avec le temps, les enfants pourraient vous aimer pour ce que vous êtes, pour des centaines de raisons différentes de celles qui les ont fait aimer leur père. Elle s'interrompit comme si elle prenait conscience de la portée de ses paroles, de s'être hasardée à une hypothèse qui, selon toute probabilité, ne serait jamais la réalité. « Pauvre écervelé, seconda-t-elle, dis-toi bien que les choses n'iront jamais jusque-là. » Elle battit précipitamment les paupières. « Je suis navré, je n'avais pas l'intention, je sais ce que vous devez penser. » Il ricana. « Bien, au contraire, je crois que vous n'avez pas la moindre idée de ce que je pense. Quant à vos intentions, elles sont tout à fait claires. Ne me croyez pas si naïf, douce Maggie. J'ai le sentiment que vous savez exactement ce que vous faites depuis le début. » Il sortit de la pièce à grandes enjambées.